ce panorama. Donc, on a une séquence, comme on vient de l'indiquer, grands témoins, donc des témoins qui font le marché, des banques assureurs qui ont une part de marché très importante. Et l'idée, c'est d'avoir 3 temps dans cet échange-là. Un premier temps pour bien comprendre quels sont les leviers de la croissance de ce modèle de banque assureur. Un deuxième temps sur la partie du modèle digital, quelle est la part du physique, quelle est la part du digital dans la relation des clients et dans ce développement des parts de marché. Puis un dernier temps, alors merci pour la question parce que c'était sur l'IA. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir ces 3 temps. Donc pour commencer, je vais commencer par toi Ingrid. Est-ce que tu pourrais, alors je vous propose à chaque prise de parole pour cette première question de vous présenter très rapidement et puis de pouvoir nous expliquer quels sont quelque part un peu les leviers de croissance pour la Société Générale de ce marché-là. Moi, ce que j'ai compris dans la présentation précédente, c'est qu'il y avait le modèle intégré, qui avait la vision 360 et qui avait l'efficacité opérationnelle. Donc, quels sont un peu les secrets de sauce, quels sont un peu les sujets voilà, qui sont un peu complémentaires à cette première introduction. Facile. Beaucoup de tech. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Ingrid Bocris. Je suis la directrice générale déléguée du groupe Société Générale Assurance et par ailleurs directrice générale des activités dommages au travers d'une compagnie dédiée qui s'appelle Sogisure. Alors, le modèle d'un bancassureur comme Société Générale, c'est quoi? C'est déjà le modèle d'un bancassureur qui est présent sur l'ensemble des activités de l'assurance. L'assurance vie, bien entendu, c'est quand même l'ADN historique et le premier métier. Nous, on gère 145 milliards d'encours à peu près, donc c'est très significatif. Et puis, donc l'assurance vie, mais évidemment, l'assurance des emprunteurs, toutes les activités de prévoyance individuelle. Et puis, un peu plus récemment pour nous, par rapport à ces 3 activités, les activités autour de l'assurance dommage, donc l'assurance non-vie, auto, habitation et l'ensemble des produits de protection, accidents de la vie et autres, dont on voit qu'elles ont pas mal de croissance. Donc, dans le modèle, on a des leviers de croissance et c'est notre stratégie sur l'ensemble de ces métiers de l'assurance et puis sur l'ensemble des segments de clientèle, puisqu'aujourd'hui, on couvre aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises. Un ADN, j'ai envie de dire, très fort et historique sur les particuliers et avec encore des potentiels de taux d'équipement. Et la stratégie, c'est d'exploiter au maximum dans ce modèle intégré de banque assurance le potentiel d'équipement des clients. En assurance vie sur les clientèles qu'on appelle, j'ai envie de dire, à potentiel, les premiums, les patrimoniaux, les clientèles de banques privées. Et évidemment, en assurance non-vie, exploiter le potentiel d'équipement des clients qui, pour nous, aujourd'hui, est de l'ordre d'une dizaine de pourcents, quand on aimerait qu'il soit bien plus élevé. Donc la croissance, elle va venir de là. Et la croissance, elle va venir, et c'est dans la stratégie aussi, au fur et à mesure, la croissance sur les segments des professionnels et des entreprises qui présentent aussi des perspectives de développement. Alors sinon, globalement, les deux leviers de croissance, c'est quoi? Le premier, et c'est une des caractéristiques de notre modèle, on parlait de digital. Nous, on a décidé très tôt de développer un modèle qui est réellement omnicanal, et la puissance du modèle, elle est là. On a investi assez tôt d'ailleurs, dans les années 2014 pour digitaliser l'ensemble de nos gammes de produits. Aujourd'hui, par exemple, en assurance dommage, on a l'ensemble de la gamme de produits qui est accessible en self-care aux clients en toute autonomie. On fait aussi des investissements sur l'assurance vie. Mais ça fait un modèle qui commence à porter ses fruits. Je vous donne quelques chiffres sur l'assurance dommage, en l'occurrence, on va dire auto et MRH. Nous, on a aujourd'hui près de 12% de nos produits, de nos contrats assurance automobile et assurance habitation qui sont vendus full online, c'est-à-dire vraiment de bout en bout avec un client qui est en full autonomie. Si je rajoute les contrats qui sont conclus, qui sont initiés par un canal X ou Y, l'agence ou le téléphone est conclu en digital, le chiffre, il atteint quasiment 20%. Et puis à ça, je viens rajouter une spécificité du modèle, qui est vraiment le modèle téléphone dans l'omnicanal,
qui est un modèle très très puissant. Nous, dans notre modèle, on opère le modèle téléphone à la fois côté assureur et à la fois côté banque, avec des deux côtés un rôle de vente. Et ça, c'est quand même assez puissant parce que on va rajouter quasiment plus de 15 points de vente qui sont réalisés par le modèle téléphone. Donc on voit bien, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit sur les prochaines années, un des leviers de croissance. Et pour compléter le propos de Christophe, il est quand même assez tech dans notre modèle, parce que notre enjeu, ça va être de faire jouer la puissance, l'orchestration entre tous ces canaux. Nous, on a aujourd'hui des clients déjà qui peuvent non seulement réaliser quasiment n'importe quelle opération sur le canal de leur choix, mais déjà une bonne transmission de balles entre les différents canaux. Et on va aller chercher encore plus de puissance dans ce modèle. Et puis, pour finir, un des deuxièmes moteurs de croissance, c'est qu'on a la particularité d'être un banque-assureur qui joue à la fois sur le modèle intégré, donc on est vraiment dans l'intégration citée Christophe ce matin, mais à la fois aussi sur les partenariats. On a aujourd'hui 25% de notre activité à peu près qui est réalisée en partenariat, c'est-à-dire avec en B2B2C, avec des distributeurs externes au groupe Société Générale, que ce soit en assurance vie, en assurance des emprunteurs ou en assurance dommage. Merci Ingrid. Christophe, je vais passer à vous. Donc en complément, si on regarde ce que vient d'être évoqué au niveau de la Société Générale, vous avez en charge donc toute la partie commerciale. Et qu'est-ce qui est peut-être complémentaire à ce qui vient d'être dit? Alors, beaucoup de choses ont été dites, et peut-être aussi en termes peut-être de marché, parce qu'on parle beaucoup du particulier, avec des axes de développement peut-être sur le pro, sur l'entreprise. Voilà, quels sont un peu quelque part les ingrédients peut-être de succès, et puis aussi quelles perspectives en termes de développement? Oui, alors je ne connais pas complètement le modèle de la Société Générale, mais manifestement on est assez proche. On est un modèle intégré, avec peut-être une particularité, c'est que chez BNP Paribas, il y a 3 grands pôles, dont un IPS dont fait partie l'assurance, et un avec la banque de détail qui est dans un autre pôle. Donc avec une part des partenariats et un monde ouvert aussi assez largement important. Dans ce pôle, je pense que les ingrédients de succès, ils ont été là aussi cités tout à l'heure. Je crois beaucoup à l'accompagnement, à la formation des équipes des différents réseaux, notamment de la banque de détail. J'ai en charge chez Cardif la banque de détail et l'entreprise. On voit qu'on a des besoins de formation très importants, et je pense que l'acculturation des conseillers vers une approche de banque assureur me semble un facteur assez clé de succès. L'une des particularités probablement de Cardif et de BNP Paribas, c'est d'avoir des équipes dédiées chez Cardif, et une grosse partie des équipes d'acculturation sont chez Cardif et pas dans la banque en elle-même. En termes de levier, je pense que l'omnicanalité a été citée, et je pense que c'est la clé. C'est réussir à transformer ces sujets. C'est réussir à apporter aux clients beaucoup de simplicité, beaucoup d'accessibilité à nos offres, faire que l'offre soit la plus simple et la plus compréhensible possible. On a des sujets qui sont quand même assez complexes à expliquer. Un arrêt de travail, tous les Français ne savent pas exactement comment on est couvert sur ces différents sujets, le décès, la perte d'emploi. Probablement que l'auto ou la MRH est plus simple, mais voilà. Donc je pense que de réussir à faire beaucoup de simplicité dans notre offre me semble un des axes assez importants. Donc on travaille aujourd'hui dans une rationalisation de notre offre. On vient de lancer une offre prévoyance assez innovante, totalement digitalisée, avec des parcours intégrés, des diagnostics personnalisés qui vont très loin dans la personnalisation du besoin client, et qui permettent d'accompagner la posture du conseiller, et le client peut à tout moment reprendre de chez lui son parcours et jouer avec les différentes jauges de couverture dans un produit tout en un qui couvre l'arrêt de travail, la perte d'emploi et l'assurance décès et tout ce qui va avec. Donc on est assez fiers d'avoir fait ces sujets, et je pense que cette simplicité, cette digitalisation, cette personnalisation me semble assez clé.
je crois beaucoup, vous parliez des clientèles, je crois beaucoup au développement de la clientèle des entreprises. Alors à ce stade, avec trois grandes offres, hein, tout ce qui est, on va dire, cyber, tout ce qui est prévoyance et personnes clés, et bien évidemment tout ce qui est responsabilité civile. Enfin, pour moi, ce sont 3 axes sur lesquels on se développe. Cardiff a une équipe dédiée sur le sujet et accélère son développement assez largement sur cette typologie de clientèle. Merci. Donc Eric, on va terminer par vous. Donc il va falloir faire preuve peut-être d'imagination ou d'éléments discriminants. En tout cas, vous êtes le premier assureur. Vous êtes le premier assureur en France, donc au niveau du Crédit Agricole, avec une proximité naturellement par rapport aux assurés qui est incomparable, hein, par rapport aux caisses régionales. Quels sont peut-être les ingrédients complémentaires ou les éléments qui font votre spécificité et qui, de ce fait, vous ont amené à être le premier assureur en France? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être dans cet événement que je découvre. Hein, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec Philippe en amont et c'est très bien de voir l'intérêt manifesté. Peut-être pour répondre à la question, les résultats que vous évoquez, Philippe, ils sont en fait fondamentalement obtenus par le service que l'on rend en fait à nos clients. Hein. L'utilité est le moteur du développement de l'assurance pour Crédit Agricole. Christophe a évoqué un peu plus tôt la qualité de service. Je pense que c'est un des points qui est clé. C'est-à-dire qu'au moment où on a créé cette activité, l'assurance, en fait, le monde bancaire voyait cela comme étant un risque potentiel si les sinistres étaient maltraités. Et donc, on a justement, on va dire, mis beaucoup d'efforts pour pouvoir en fait avoir une qualité de service qui soit irréprochable. Donc ça, on a quelque chose qui est dans nos gènes. Il est essentiel de rendre le meilleur service possible, que ce soit en amont au moment des ventes, mais également essentiellement dans les moments difficiles pour nos clients, au moment des sinistres. Alors, on exerce dans le cadre d'un modèle de banque universelle, ce qui veut dire qu'en fait, on va allier l'expertise des métiers à la proximité de notre réseau d'agences. C'est certainement une des caractéristiques peut-être un peu particulières de Crédit Agricole. On est très présent dans les territoires, très ancré dans les territoires. Et donc, pour nous, ça, c'est un élément, on va dire, essentiel. Alors, on a aussi travaillé, en fait, dans ce modèle de banque universelle, une extension progressive des différents métiers. L'assurance était le deuxième métier. Après, on a eu l'immobilier, on a aujourd'hui la santé, l'énergie, comme vous l'avez récemment perçu. Et puis, au sein de ces différents métiers, à l'image de ce qu'a commenté Ingrid, on développe petit à petit de nouvelles offres, mais également on va à la conquête de nouveaux marchés, comme c'est le cas sur l'entreprise, avec notamment ce qu'on a fait il y a à peu près 2 ans sur le marché de l'IRD entreprise. Donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est de bien accompagner nos clients, de bien accompagner leur trajectoire de vie. On fait en sorte d'être présent dans le cadre d'une approche globale. C'est potentiellement le principal enjeu aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans la couverture la plus globale et de travailler l'équipement des clients, qui est un potentiel de croissance à très court terme. Merci. Christophe, on va enchaîner avec vous. Donc BNP fait partie du top 10 des banques mondiales. Donc vous avez une vision mondiale de ce métier-là. On va partir sur le sujet plus du digital, du figital. Et donc pour comparer un peu le modèle que vous avez en France par rapport à des modèles que vous pouvez avoir à l'international, qu'est-ce qui différencie peut-être la France des autres modèles où vous êtes implanté en termes de distribution, de relations clients? Quelque part, un peu la maturité du modèle français en termes de digital. Oui, alors Christophe en a parlé assez largement tout à l'heure. Enfin, je pense qu'à l'international, on a une présence assez forte, Cardiff, BNP Paribas, avec principalement un moteur assurance des emprunteurs, alors que la partie France va être beaucoup plus large. Voilà. Donc l'approche, l'offre produit est différente parce que les produits sont différents et la souscription de ces produits sont différents. Bon, je ne pense pas qu'on ait des taux de souscription très important en France. Personnellement, je pense qu'il y a un sujet culturel français, latin, avec des taux de souscription qui croissent, mais qui fondamentalement sont pas très très élevés. Ma conviction sur le sujet, c'est qu'il faille apporter beaucoup de services et que si on amène du service au client, probablement qu'il aura peut-être envie de venir un peu plus sur la partie digitale. Je citerai un exemple, c'est l'assurance paramétrique où on est assez fier de ce que l'on a fait sur l'arrêt de travail notamment.
ou en proposant de l'indemnisation, en allant chercher directement les IJ auprès de la CNAM via France Connect, et de permettre quelque part aux clients, en appuyant sur un bouton, d'accepter de donner accès à ces informations pour être indemnisé sans document à fournir, donc sans effort, avec une décision quasiment immédiate, donc dans un parcours et une expérience client. Voilà. Donc autant les clients, on peut probablement encore du mal à être massivement en termes de souscription, autant on est capable de les amener sur nos produits de façon sur du digital. Et l'assurance paramétrique me semble être un exemple très important où on voit que quand le client y va, il y va massivement et pour le coup, il n'a plus de frein du tout à accepter le transfert de ces données et données ô combien importantes sur le sujet. Donc pour moi, c'est une question de maturité culturelle. Il faut continuer à investir sur ce sujet. C'est essentiel en termes de qualité de service et d'expérience client. Et je suis persuadé que l'omnicanalité, dans un premier temps avec la reprise de parcours, puis dans quelques temps, sur des offres, sur des services, on arrivera à accroître significativement ces taux de souscription. Merci. Eric, par rapport à votre modèle, donc 39 caisses régionales qui couvrent le territoire français, avec une proximité, vous l'évoquiez, très forte tout à l'heure. Donc, quelle est la part du digital justement dans la relation client par rapport à celle du réseau? Quelle est la combinaison des deux? Comment ceci s'opère? Et est-ce que le poids du digital progresse dans cette relation client, dans la gestion des événements? Alors Philippe, il y a beaucoup de questions. Tout d'abord... Et on a 1 minute. Il dit d'être... Alors, 39 caisses régionales et LCL, tout d'abord. Et LCL, absolument. Je ne voudrais pas que Serge Magdeleine... il a pris la direction générale. Il n'est pas là. Je pense que peut-être pour développer autour de 3 idées fortes, le tout premier sujet, on travaille beaucoup l'hybridation. Enfin, chez nous, ce qui est essentiel, c'est de bien gérer une relation omnicanale. Ça a été évoqué précédemment, mais c'est vraiment quelque chose qui est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir répondre à des clients qui ont un besoin d'autonomie, qui souhaitent faire par eux-mêmes. Mais il faut aussi bien accompagner les clients pour lesquels, en fait, le rôle du conseiller va être essentiel pour pouvoir répondre à des questions, rassurer, etc. Donc, on est encore dans ce modèle. On est avec un poids du digital qui croît de manière assez significative. Sur les derniers mois, on a fait de très belles choses. Et ça, je vais le relier en fait au deuxième enjeu. L'enjeu, c'est notamment ça. Effectivement, on a aujourd'hui des clients qui sont très, très appétents au mobile. On parlait de mobile first il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, c'est quasiment mobile only pour certaines populations. Donc, on travaille beaucoup en fait à l'intégration dans nos applications bancaires. Quelques chiffres pour que vous puissiez mesurer les enjeux du déplacement de cette relation que Christophe a évoqué un peu plus tôt. L'application bancaire pour Crédit Agricole, enfin pour les caisses régionales, c'est 10 millions de clients. Pour LCL, 3 millions de clients qui sont utilisateurs, 26 à 27 fois par mois. Donc en fait, les clients sont là beaucoup plus que dans les agences. Et donc ce qui est essentiel, c'est justement d'aller se positionner dans les apps bancaires. C'est le travail qu'on a fait ces derniers mois pour pouvoir justement avoir en fait des parcours qui s'adaptent bien aux applications bancaires et permettent de bénéficier de ce carrefour d'audience qui est vraiment exceptionnel. Alors ce qu'on a derrière ça, c'est les sujets d'automatisation, de simplification. Ça a été un peu pointé. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la façon dont on s'expose sur le digital soit la plus simple possible pour être facilement exécutée par le client. Donc, on travaille beaucoup cette simplification des parcours. On a également, en complément en fait, de ces travaux, quelques réflexions sur comment on pourra par la suite bénéficier d'IA éventuellement pour pouvoir en fait, adapter les parcours selon les populations, etc. Mais ça, c'est plutôt un peu de prospective. Ingrid, sur le digital, on a parlé beaucoup de la relation client, la digitalisation de la relation client, mais le digital, c'est aussi l'ensemble du process, l'ensemble de la chaîne de la valeur qui va de l'adhésion à la gestion des événements. Comment vous travaillez sur ça au niveau de la Société Générale? Quelle est votre vision? En quoi cette transformation est forte, quoi? Alors, je partage vraiment la vision que vient d'exposer Eric, qui est que le digital, il faut réellement le voir de bout en bout. Donc, c'est vrai qu'on voit souvent le digital sous l'aspect self-care client, donc capacité à souscrire en autonomie, à accéder aux offres. Et là, je rejoins tout à fait le fait que le mobile, il est devenu only. On a exactement les mêmes chiffres. Alors, malheureusement, pas de clients, puisqu'on a quand même un peu moins de clients, mais enfin, on a quand même un peu plus de 8 millions de clients à la Société Générale. Et effectivement, nous, le chiffre, c'est quasiment 2 fois par jour une utilisation de l'appli mobile. Donc, cette intégration, elle est très, très forte.
Et du coup, je pousse le sujet jusqu'au bout. Elle est aussi très très forte sur l'ensemble de la chaîne parce qu'effectivement, là où la digitalisation prend aussi de plus en plus d'ampleur dans la relation avec le client, c'est dans la partie gestion des sinistres. Et là aussi, ça passe par le mobile. Et là aussi, ça demande évidemment à la fois l'utilisation de technologies, mais de la simplification des processus. Mais c'est complètement essentiel parce que quand on dit que l'assurance, et on le dit souvent et on y croit, hein, nous je pense en tant qu'assureur, et en tant que banque assureur, notre succès et notre raison d'être, c'est la proximité avec le client, et en particulier dans les moments qui comptent, dans les moments de vie. Bah, effectivement, l'efficacité, elle vient, et la qualité du service au client, elle vient de la capacité, à ces moments de gestion de sinistre, de matérialiser cette proximité. Et je donne un seul exemple. Il se trouve qu'en assurance habitation, vous en souvenez tous, on a eu il y a quelques mois, hein, en fin d'année dernière, 2 grosses tempêtes sur le territoire français. Voilà, annonciatrices ou bien révélatrices des changements climatiques, mais en tout cas 2 événements climatiques majeurs qui ont occasionné des pics évidemment de sinistres. Nous, dans ce moment-là, grâce à cette partie digitalisation des sinistres, on a pu prendre à peu près 50% des déclarations de sinistres en digital. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, ça désengorge, pardonnez-moi l'expression, les plateaux téléphoniques de déclaration de sinistres. Ça a permis de faire en sorte que dans des délais très courts, on prenne les déclarations et donc on lance évidemment les processus d'expertise puis d'indemnisation dans un moment où nous, les assureurs, et tous les assureurs, on était quand même mis sous pression par les pouvoirs publics pour dire est-ce que vous jouez bien votre rôle? Est-ce que vous laissez les gens sans solution? Est-ce que les délais d'indemnisation ne sont pas trop longs? Donc là, on voit à quel point la digitalisation sur toute la chaîne, sur cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Et là, j'ai cité un exemple plutôt dans l'assurance habitation, mais il y en a dans tous les autres domaines d'activité de l'assurance. Comment là, vraiment, avec la digitalisation, on est capable de matérialiser cette réactivité, cette proximité que les clients attendent de nous quand ils se retrouvent dans un moment difficile. Donc on va terminer, on va essayer d'être rapide sur cette dernière question par rapport au temps, je pense en une minute 30 chacun. On parle de l'IA générative, hein. Tout le monde en entend parler. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, alors Eric, je vais commencer par vous, en une question du coup, bien précise. Comment vous intégrez l'IA aujourd'hui dans une vision qui est une vision de transformation, soit de la relation client, soit de la relation conseiller, pour les aider dans leur travail au quotidien? Alors, tout d'abord, on fait de l'IA déjà depuis plusieurs années, notamment sur la reconnaissance de documents, au niveau de la tarification. Ce sont des sujets qui sont déjà bien installés. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'apport de l'IA générative. Ce sont les capacités de synthèse intelligentes qui permettent en fait d'accélérer, de faciliter les réponses qu'on peut apporter des clients en synthétisant par exemple un corpus documentaire, des choses de ce type-là. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui, comment on va pouvoir aider nos équipes, notamment en gestion de sinistres, pour pouvoir apporter par exemple en protection juridique, des réponses qui sont en fait assez facilement préparées grâce à l'IA générative. Et puis progressivement, il y a des perspectives en fait d'exposition éventuellement jusqu'au client. Mais il y a des points qui sont essentiels pour nous, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une relation où l'humain garde la maîtrise. Ce qui est essentiel, c'est les capacités de discernement, les capacités en fait d'empathie qui sont aujourd'hui portées par les humains. Donc on est très très vigilant sur ces points-là. Peut-être les 2 autres points que je développerai rapidement, il y a un sujet responsable également. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser des moyens surdimensionnés par rapport aux bénéfices qu'on va en attendre. Donc je mets derrière ça l'empreinte carbone, etc. Il faut qu'on soit vigilant parce qu'il y a une tentation à aller chercher parfois des outils qui sont disproportionnés. Et puis le dernier point, il y a le sujet de l'éthique, bien évidemment, vis-à-vis de nos équipes, vis-à-vis des clients. Et donc on travaille un peu dans cet environnement-là pour pouvoir en fait expérimenter les capacités amenées par l'IA générative. Merci Ingrid, c'est la même question, hein. C'est aujourd'hui l'IA générative. Comment vous l'utilisez, les perspectives associées, quoi. Alors, je ne refais pas la réponse et je ne vais pas redire ce que vient de dire Eric, hein. On est sur les mêmes lignes. Je pense qu'il y a peut-être 2 points complémentaires. Le premier, c'est l'IA au service de la vie de tous les jours des collaborateurs. Moi, je suis assez persuadée, évidemment en respectant un cadre éthique important, qu'elle peut apporter beaucoup de simplification, beaucoup de gains de temps, beaucoup dans le sujet un peu de l'équilibre, on va dire,
équilibre que chacun recherche au travail. Donc nous, on est en train de tester des choses autour de ça, parce qu'on pense aussi que ça va être de plus en plus pour nous, assureurs, aussi un vecteur d'attractivité, de talents et de collaborateurs. Puis le deuxième point, c'est l'IA autour des sujets de risque climatique. Moi, je crois beaucoup dans les prochains mois et années à l'utilisation très concrète, à la perfectionnement des modèles pour la prédiction du risque climatique et l'aide à la prévention. Et donc, nous, on travaille aussi dans cette direction-là pour regarder comment on peut utiliser l'IA et transformer les choses en des services qu'on va apporter à nos clients sur le sujet de la prise de conscience du risque climatique et de sa prévention. Donc, dernière question, Christophe. Alors, je vais l'introduire un peu différemment. Vous avez fait une communication, je reviens aux analyses financières, de 500 millions BNP pour les sujets d'IA et d'IA générative. Quel est le portfolio de BNP Paribas Cardiff sur, alors je vais vous demander la part que vous portez, mais quels sont un peu les sujets phares majeurs, si vous pouvez en partager quelques-uns? Bon, l'IA, enfin, pas mal de choses ont été dites. L'IA, c'est de la technique. La question, c'est de savoir comment on capte, on s'empare de cette technique pour la transformer en valeur. Enfin, la question, elle est là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage, et ils ont été pas mal cités. Je vais pas. Voilà. Moi, il y a un exemple qui me semble assez percutant et pertinent. C'est quelque chose qu'on essaye de travailler avec le réseau BNP Paribas. On a parlé tout à l'heure de formation des conseillers, donc il y a la formation technique, il y a l'appui technique, il y a l'appui en termes de relations avec le client. Et il y a un sujet qui me semble essentiel, où l'IA me semble pouvoir apporter un certain nombre d'axes, c'est la compréhension des émotions du client. Autant on arrivera à appuyer la maîtrise technique des produits dans les parcours. Je crois qu'il y a un défi assez nouveau dans les conseillers bancaires et assureurs. Donc, dans cette double compétence, c'est comprendre l'émotion du client, la maîtriser et savoir comment réagir face à cette émotion, que ce soit par écrit, à l'oral. Voilà. Et je crois beaucoup à ce que l'IA peut nous apporter dans cette dimension. Merci. Alors, je ne sais pas si nous avons le temps pour une question. Une, voilà, s'il y en a une d'ailleurs. Oui, il y en a deux même. Oui. Bonjour, Loïc Ballet, groupe La Poste. Moi, j'ai une question sur les canaux des banques mobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un canal sur lequel vous investissez en termes de distribution de vos produits d'assurance? Et puis, quelle est l'articulation, la taux de transformation assurance derrière les clients bancaires des banques mobiles? Alors, donc nous, côté Société Générale, on a la chance d'avoir cet acteur leader du marché de la banque en ligne, qui s'appelle Boursorama, avec, vous le savez, bientôt 6 millions de clients et une trajectoire très dynamique de croissance de la base de clientèle. Donc, évidemment, pour nous, c'est un partenaire majeur. Aujourd'hui, avec Boursorama, nous, les deux sujets, j'ai envie de dire, qui cartonnent, c'est la distribution de l'assurance habitation. Donc, une assurance habitation complètement digitale, hyper modulaire, voilà. Et avec du coup des perspectives de taux d'équipement de la clientèle. C'est une offre qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans. C'est la retraite, qui est aussi on en a peu parlé là, mais qui est un vecteur de croissance important. Donc, on fait avec eux de la retraite avec un PER complètement digital, pricé très très bas et qui rencontre un succès assez phénoménal. Et donc voilà, les taux de transfo, ils sont importants et la croissance, elle est rapide. On va bientôt faire de l'assurance habitation, de l'assurance auto avec Boursorama aussi. Donc voilà. Et évidemment, là, on est dans une distribution digitale native avec un taux de croissance très rapide. Oui, bonjour, Vincent Roger, Caraïs. Un récent, je vous interrogeais sur le modèle de la banque assurance de manière un petit peu plus générale. Une récente revue thématique de l'EIOPA a assez fortement critiqué le modèle même de la banque assurance en termes de modèle proprement dit. C'était sur un produit particulier, l'assurance emprunteur certes, en pointant des
des risques de conflit d'intérêts, de diminution de la concurrence liée à une relation disproportionnée et déséquilibrée entre la banque et puis le client. Ma question, c'est comment vous appréciez cette menace qui peut être considérée comme un petit peu existentielle par rapport à ce modèle qui est très, très bien porté par l'industrie française, en France naturellement et en Europe, comme l'a rappelé Christophe, et comment davantage mettre en avant la valeur client apportée par le modèle de banque assurance pour éviter des réponses réglementaires qui peuvent aller, comme l'a rappelé Christophe, jusqu'à l'interdiction par le banquier, par la banque de distribuer de l'assurance, ou comme d'autres approches, comme on a pu le voir en Allemagne par exemple, ou une obligation de vente en 2 temps du produit bancaire et du produit assurantiel. Merci. Parce que j'ai participé directement à ces discussions avec les régulateurs. J'ai envie de dire, vous avez à la fois raison et tort. C'est-à-dire que oui, au niveau européen, il y a une préoccupation sur le modèle de banque assurance qui est portée par le régulateur sur le sujet de la prévention du conflit d'intérêts. Donc c'est vrai que quand le régulateur européen regarde le sujet, parce que je pense que le régulateur français en fait, a réussi à démontrer que ce risque-là était très bien maîtrisé. Il regarde le sujet en se disant est-ce qu'on est bien sûr que sur tous les maillons de la chaîne, le risque de conflit d'intérêts ne soit pas avéré. Et ça, je pense que dans les discussions récentes, d'ailleurs, que ce soit autour de l'ARIS, sur le domaine de l'épargne, autour de l'ADE, etc., on a réussi à démontrer que le modèle de banque assurance n'était pas un synonyme de conflit d'intérêts. Donc, je ne dis pas que le sujet ne reviendra pas, mais en tout cas, on ne le perçoit pas, par exemple, comme un risque de se voir interdire la distribution d'assurance par la banque, pas du tout. Bon. Après, on partage tous le sujet du value for money. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est effectivement un sujet qui monte. Vous l'avez vu en assurance vie, hein, on a fait avec le régulateur ACPR un accord sur le value for money, sur les unités de compte de l'assurance vie, qui est d'ailleurs un accord de référence, hein, qui fait foi en Europe comme étant le premier accord de value for money sur le marché de l'épargne. Et je pense qu'il va faire des petits. Donc le value for money, c'est un sujet. Et c'est un sujet qu'on a en assurance des emprunteurs, en assurance dommage, par exemple, sur l'affinitaire, les assurances affinitaires, auxquelles le régulateur est très... le CCSF aussi, d'ailleurs, hein, les pouvoirs publics sont très sensibles. Et ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas un risque, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille collectivement, et on travaille collectivement dessus. Il y a effectivement un certain nombre d'offres qui présentent des value for money moins intéressants que les autres. Et donc, à nous de travailler dans la durée pour rééquilibrer, dès que c'est possible, le rapport de valeur entre l'assureur, le distributeur et le client. Oui, Ingrid, je pense que je suis tout à fait en phase avec ce qu'Ingrid vient de dire. Ce qui est essentiel, c'est qu'on prenne plus de temps pour faire la pédagogie de notre modèle. Je pense que ce qui est clé aujourd'hui, c'est qu'il y ait une incompréhension du modèle et qui amène un certain nombre de réactions. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer. Très bien, un grand merci à nos intervenants.